Voilà, forme ou quoi? Alors le mec, c'est le patron des Space Force. Le mec sur la photo là, de la vignette, c'est le patron des Space Force. Alors les Space Force ne sont pas une branche indépendante de l'armée américaine. Ils dépendent du secrétaire à l'Air Force. Donc ça serait un peu une espèce de branche indépendante, mais ils rentrent dans l'Air Force en termes d'administration, d'accord? Mais ils ont leur propre budget, ils sont quand même vachement indépendants sur beaucoup d'aspects. Ils ont leur propre uniforme, qui a d'ailleurs de la gueule, hein, l'uniforme, c'est pas mal du tout. Attendez, je me rappelle plus du nom du général. Comme je dis, c'est de la paperasse, c'est de l'administratif, mais c'est quand même des choses extrêmement importantes dans l'industrie du spatial. C'est le général Chance Saltzman. Voilà. C'est le patron actuel des Space Force, tout simplement. Donc ouais, c'est vrai que c'est un sujet que je parle souvent, moi, les Space Force, parce que ça génère énormément d'argent pour les compagnies. Donc on va pouvoir parler des Space Force aujourd'hui. Parce que les premiers contrats de la phase 3 sont tombés, ils sont absolument énormes. Et c'est vrai que ça... À moins que vous suiviez l'industrie vraiment en détail, c'est des choses dans lesquelles on parle pas beaucoup. Donc on va causer un petit peu plus tard là du contrat de l'énorme contrat des Space Force qui va jusqu'en 2030 pour la phase 3. Et on parle quand même d'un contrat à presque 15 milliards de dollars. Hein, pour vous donner une idée, c'est parmi les plus gros contrats de l'histoire de l'aérospatiale qui tombent à chaque fois, tous les 4-5 ans. Donc vous pouvez imaginer que les compagnies américaines lorgnent sur ces contrats qui sont absolument mirobolants. Il y a aussi beaucoup de contraintes avec ces contrats. Mais voilà. Oh là là, Zarousta 10 subs. Tu régales, mec. J'espère que tu peux te permettre de faire péter, de faire ton mécène. GG pour cette chaîne. Merci à toi de prendre le temps de la regarder aussi et de faire le mécène par derrière. C'est toujours apprécié. Belisarios, 22 mois. Vous êtes déchaînés. Contenu tellement intéressant. Écoute, nous sommes des experts en expertise, n'est-ce pas? Merci beaucoup, mec. C'est très gentil de ta part. Donc ouais, on a quand même eu des tirs. Alors, vous savez, il y a beaucoup de tirs que je couvre pas. Les Starlink, on les couvre plus. Il y en a juste trop de Starlink. La Chine aussi tire énormément pour sa propre industrie, militaire, civile. Et c'est vrai que on couvre quand même des tirs importants. On avait une rotation à l'ISS via les Russes. Donc à chaque fois, on couvre toutes les missions habitées avec la NASA. Mais on avait une Soyouz M27 au pad. Sachant qu'à chaque fois, on a des cosmonautes russes qui sont sur des missions américaines et des astronautes américains qui sont sur des missions russes. Donc là, on avait Jonathan Young Johnny Kim. Écoutez, vous connaissez peut-être pas cet astronaute, Kim. Tapez son nom sur Wikipédia. Allez voir le parcours du mec. D'accord? Allez voir le parcours de ce mec. Navy Seals. Puis après, il en avait marre d'être Navy Seals. Il est devenu chirurgien. Et il en avait marre d'être chirurgien. Il est devenu astronaute. Littéralement, hein, le mec a un parcours vraiment atypique et assez unique dans l'industrie. Et c'est... Vous savez, il y a des gens supérieurement intelligents. Vous voyez? Ce type en fait partie. Voilà. C'est... Donc on avait une mission de rotation à l'ISS. À chaque fois que ils les font en même temps. Ils les font en même temps les rotations. À quelques semaines près. Donc là, je crois qu'on avait Crew 10 dernièrement. Donc là, on avait MS-27. Alors moi, je suis un énorme fan de Soyouz, les mecs. Hein, Soyouz, rappelez-vous que à la base, c'était un missile balistique hein, qui avait été développé par l'Union soviétique. Et ils ont abandonné Soyouz parce que les ergols liquides mettaient trop de temps à charger. Vous avez une guerre nucléaire, vous appuyez sur le bouton, il faut que ça parte tout de suite. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui des missiles balistiques sont en carburant solide. Vous devez être capable de tirer en quelques minutes. Vous pouvez pas tirer Soyouz en quelques minutes. Et c'est devenu la fusée la plus tirée de l'histoire de l'aérospatiale. Aujourd'hui, Soyouz, c'est plusieurs milliers de vols. Et ça continue de voler avec une efficacité absolument incroyable. Donc là, c'était le rollout de Soyouz la semaine dernière. Et putain, c'est tellement soviétique, mais c'est tellement superbe. Donc là, on est à Baïkonour, hein, au Kazakhstan. Matez un peu l'engin. Hop là. Magnifique. La météo était parfaite en plus cette semaine-là. On s'est régalé. Plusieurs milliers de vols. Quand on y pense, c'est absolument incroyable. Hein. Par exemple, là, aujourd'hui, la fusée la plus tirée, c'est la Falcon 9. 450 vols. Dites-vous que Soyouz doit être à 2000 vols. Quelqu'un peut aller voir le nombre de tirs de Soyouz sur Wikipédia? Mais est-ce qu'on serait pas à 2000 vols de Soyouz? Ça vous remet en perspective le merger.
Est-il prévu que les Russes tirent Soyuz depuis leur cosmodrome en Extrême-Orient à terme? Je pense que oui, absolument. Ils ont déjà Plesetsk et ils ont leur hotpad en Extrême-Orient. Baïkonour a vocation à être condamné à long terme pour des raisons déjà financières, parce que le Kazakhstan est très gourmand sur la facture, et aussi les Russes n'apprécient pas trop, en termes de géopolitique, d'être dépendants du Kazakhstan pour toutes leurs opérations de vol habité et tout ça. Donc ils ont déjà, il n'y a plus de vol des forces spatiales russes militaires depuis le Kazakhstan, tout se fait depuis Plesetsk. Et ça va monter en puissance en Extrême-Orient aussi avec tout leur nouveau complexe spatial. On a déjà quelques vols, mais ça sera plus pour Soyuz. Soyuz aussi a vocation à être décommissionné. 1700 tirs de Soyuz, vous vous rendez compte? 1700 tirs. Il n'y a que la Falcon 9 qui continue avec son rythme effréné de tirs. Ils sont à plus de 450 tirs de Falcon 9, ce qui est déjà totalement dément en 10 ans. Bon, ouais, 10 ans, 15 ans. Qui commencent déjà à rattraper ça. Et ils en sont loin. Ils en sont loin. Donc ouais, c'est une belle fusée, Soyuz. Très rustique, mais c'est pour ça qu'elle fonctionne aussi bien. Soyuz, c'est que c'est de la rusticité qui date des années 60. Hein. Comprenez que les mecs, ils activent les boutons avec une baguette de cocher pour fouetter les chevaux. Quand vous voyez SpaceX, Crew Dragon, où tout est tactile et tout, c'est le futur. Soyuz c'est le passé glorieux. C'est la gloire du rustique et du fonctionnel. Beaucoup auraient des leçons à tirer du succès de Soyuz et de pourquoi cette fusée est aussi efficace, tout simplement. Donc ouais, on va aller voir le tir. On va aller voir le tir. C'était il y a 4 jours. Hein. Hop, tac. Ils ont tiré dans une météo absolument magnifique. Voilà. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les radios des années 60, classiques. Battez un peu l'engin. Ils se sont bien améliorés hein, sur les caméras et tout. Hein. Et ils étaient à l'ISS déjà. Ils arrivent à l'ISS très rapidement. C'est les plus rapides pour aller à l'ISS Soyuz. Merci à l'espace de nous accorder cela. Et ouais, malgré la guerre en Ukraine, bah on est obligé de coopérer avec les Russes. 40 seconds into the flight. Incroyable hein. The vehicle parameters are all reported to be stable. Ah, Soyuz est une très belle fusée. Hein. Fonctionnelle et tout. S'il la tire depuis aussi longtemps, c'est que. 1 minute into the flight, ils sont bons à utiliser space station flying directly over the Baikonur Cosmodrome. C'est pour ça que c'est pas facile de faire un saut technologique avec l'Angara, la fusée Angara, qui est techniquement la successeur de Soyuz, tellement Soyuz est fiable. On va aller jusqu'à la croix de Korolev. All vehicle systems reported to be normal. Параметры системы управления ракетой-носителя в норме. Параметры ракеты-носителя в норме. 90 seconds into the flight. First stage performance nominal. Everything nominal on board. Copy. About 15 seconds away from first stage separation. C'est dans le vieux pont qu'on fait le meilleur ragoût, absolument. Absolument, pour l'espace. Dans l'espace, les vieilles fusées comme Soyuz. Pour faire voler des êtres humains, il n'y a pas beaucoup de fusées viables aujourd'hui. Soyuz en fait partie. Oh, la croix de Korolev, incroyable. Vous avez vu ça? Attendez, on va le remettre. La séparation des 4 boosters. Regardez bien. La marque de fabrique de Soyuz. Les 4 boosters qui partent en croix. Regardez ça. Là, il tourne sur eux-mêmes. The symmetrical departure of the strap-on boosters. Second stage up and running. Classe, hein. On espère voir Ariane 6 faire la même chose en configuration lourde avec tous ses boosters. Normalement, elle fera la même chose. On a déjà pu faire un magnifique. Là, lors du dernier vol d'Ariane 6, ils avaient la séparation des 2 boosters. C'était classe aussi. Ah, tu peux pas faire une croix de Korolev avec Starship, y'a pas de booster. 75 miles downrange from the Baikonur Cosmodrome.
thrusters operating. Donc en tout cas le vol, on va pas aller jusqu'au bout, mais le vol s'est bien passé. Ils sont déjà à bord de l'ISS et bah propre hein. On continue de coopérer avec les Russes et il faut, c'est important. Et ça coopère bien, donc c'est malgré les tensions géopolitiques, je trouve ça extrêmement amusant que bah, ça continue de bosser. Envisage-t-il à terme de récupérer des propulseurs? Non. Soyouz est devenu tellement rentable que les Russes sont parvenus à tellement baisser les coûts de tir que c'est pas intéressant pour eux. D'ailleurs, de toute façon, Soyouz va être décommissionné. Soyouz est plus proche de la fin de sa vie que du début. Donc commencer à penser à de la récupération, c'est beaucoup trop tard. Encore pour la fusée N1, pardon. Pour la Energia, ils avaient des plans, mais tout ça est tombé à l'eau avec la chute de l'URSS. Donc ouais, on a... attendez, hop. Ah oui, j'avais oublié ça. Hop, parfait. Attendez, je vais vous mettre le petit logo. Forcément, le stream n'est pas prêt, hein. Vous savez, streamer professionnel et tout ça. Vous rigolerez, mais vous avez vu sur mes vignettes, j'ai tout le temps les noms des compagnies et tout. J'ai un gigantesque répertoire avec toutes les compagnies d'aérospatiales que je connais. Il doit y avoir 50 noms de logos classés par ordre alphabétique. Eh ouais, il faut être organisé pour faire une minute spatiale. Et je veux juste aller prendre Cocorico, pour une fois. Hop là. On va parler un petit peu... donc, pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez vu qu'en Europe, c'est la course en ce moment aux micro-lanceurs. On a RFA qui avait cramé son premier étage dans les Orcades. Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, on a Isar Aerospace qui a explosé Spectrum après 1 minute de vol. Donc c'est... Quelle solution privilégier, la haute technologie onéreuse ou le quantitif avec du low cost? SpaceX est en train de prouver que tu peux faire les deux en fait. Il faut que tu arrives à trouver, il faut que tu fasses du quantitif low cost, mais hautement technologique. Il faut que tu arrives, en verticalisant ton industrie, à faire ça. SpaceX aujourd'hui sont les seuls à faire ça. De toute façon, dis-toi qu'une fusée, c'est du hautement technologique, d'accord? Qu'importe, une fusée, de base, c'est de la haute technologie. Ce sont les objets souvent les plus complexes jamais créés. On fait exploser des choses, mais on contrôle l'explosion et on met des gens dessus, quoi. Toutes les fusées sont hautement technologiques. Isar, c'est espagnol, c'est allemand. Isar Aerospace, c'est allemand. Il y a Maya. Alors, vous avez dans la nébuleuse des micro-lanceurs qui essaient d'émerger en ce moment en Europe, il y a 2 Allemands. Il y a RFA, Isar Aerospace, qui sont en tête. Vous avez Maya en Espagne. Et en France, vous avez Latitude. On a une compagnie française qui a aussi de l'ambition. Et tout ça tous ces gens veulent faire voler des micro-lanceurs. Donc certains, ça avance bien. Comme je dis, il y a une sacrée volonté derrière ça. On n'est plus dans l'engourdissement technocratique derrière l'espace. Il y a des gens dynamiques. Et c'est vrai que je dis toujours que généralement j'attends qu'il y ait du matos au pad. Moi les beaux rendus 3D je m'en fous, je veux voir du matos. Et cette semaine d'Attitude a fait un très très grand pas en avant. Puisque je sais pas trop où est leur pad à l'Attitude. Mais ils ont fait, attendez je vais virer, le premier feu statique du Zephyr. Qui sera leur moteur. Hein. Et ils ont fait ils ont fait de la... Ah c'est à Vatry, je sais pas où c'est Vatry. Welcome hein. Hop là. Et ben voilà. Aéroport à l'est de Paris. Ok, donc ils sont installés à l'est de Paris. Bon, on va la remettre. Hein. Donc c'est les premières images, c'est les premiers feux statiques de leur moteur. Étape extrêmement importante. Hein. Il n'y a pas eu d'explosion, ni rien. C'est une bonne nouvelle. Magnifique. Donc étape extrêmement importante de commencer à faire du feu statique. Et la prochaine étape va être de faire un feu statique de longue durée pour simuler un vol vraiment. Et de faire un feu statique qui va durer peut-être 1 ou 2 minutes. Donc déjà là, s'ils n'ont pas tout pété, tout petit moteur, un bon point. Ouais, ça c'est... en fait, sur des micro-lanceurs comme ça, aujourd'hui on est... Là où par exemple SpaceX, t'avais un seul moteur sur la Falcon 1. Aujourd'hui on est reparti sur plusieurs petits moteurs, tu vois.
Rocket Lab, par exemple, je crois que des Rutherford, il y en a peut-être 9 des Rutherford sur la peut-être des bêtises, mais ce sont des moteurs multiples, d'accord? Voilà. Ariane qui doit commencer à transpirer et qui ne compte plus sur le marché européen et encore. Disons que Ariane déjà, alors dis-toi que pour l'instant ces gens-là ne sont pas une concurrence pour Ariane, d'accord? Ariane ne fait pas des micro-lanceurs. Ariane fait quand même une fusée bien plus balèze qui est similaire à la Falcon 9. Eux veulent faire du micro-lanceur. Le problème, c'est que quand tu fais des micro-lanceurs, tu vas te rendre compte que le marché c'est un peu compliqué et que tu vas avoir peut-être vocation à basculer sur quelque chose de plus gros. On sait que RFA, ils ont les dents longues, et peut-être qu'à un moment, s'ils arrivent à avoir un micro-lanceur viable et fiable, ils basculeront sur une fusée comme on voit Rocket Lab avec la Neutron, ils basculeront sur une fusée plus lourde, qui peut-être là va commencer à venir manger, taper sur les plates-bandes d'Ariane Espace. Personnellement, je le souhaite. Il faut de la concurrence en Europe. Ariane Espace est un colosse qui profite de son monopole, et qui dit monopole, dit pied pris dans le béton. Et Ariane Espace n'évolue pas assez en termes de technologie. Je pense à cause du côté confortable de son monopole européen, où si on est en retard, on a des subventions. Ariane Espace était sous subvention à presque 120 millions de dollars par an à la fin de son programme. Ariane, c'est Boeing, absolument. Sauf que Boeing aujourd'hui ça ne fonctionne plus, le monopole d'État. Et on voit que Boeing se fait dégager de l'aérospatiale par les jeunes qui ont les dents longues, dont SpaceX. SpaceX, c'est une jeune compagnie, hein, comprenez. Hein. Donc d'ailleurs, à ce propos, on va reparler un petit peu des micro-lanceurs, puisqu'il y a... hop, attendez, je vais basculer sur ça. Tac. Voilà. On a Peter Beck. Peter Beck, qui est le patron de Rocket Lab, justement, qui a fait une interview très intéressante cette semaine. Donc Rocket Lab, qui est aujourd'hui en situation de monopole sur le marché des micro-lanceurs, même si SpaceX leur met des bâtons dans les roues en faisant ces missions rideshare où ils acceptent 70 CubeSat dans une fusée, donc forcément, potentiellement, ils prennent des parts de marché de Rocket Lab. Et c'est vrai que Rocket Lab est une compagnie qui va bien en ce moment. Ils ont un carnet de commandes assez gigantesque, preuve que malgré la concurrence de SpaceX, il est possible d'avoir un business. Et Peter Beck parlait de ça cette semaine dans Space News. Et on va aller lire l'interview, parce qu'elle est très très intéressante. Hop là. Comme d'hab, on va lire dans les grandes lignes. Rocket Lab voit de la demande pour Electron, donc Electron qui est son lanceur, malgré la compétition des missions rideshare de SpaceX. Alors, Peter Beck dit que sa compagnie, donc il parle de Rocket Lab, est parvenue à trouver un marché à succès au niveau des lancements pour les CubeSat. Et une stratégie qui en soi ne rentre pas en compétition avec les missions rideshare de SpaceX. Donc c'est intéressant que Peter Beck dise ça. Alors que je me rappelle qu'il disait peut-être l'inverse il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est encore un autre problème. Dans une interview du 7 avril, Beck dit que les clients de la fusée Electron sont différents que ceux qui cherchent les tirs les moins chers sur les missions Transporter ou Bandwagon de SpaceX. Donc ça, c'est les missions rideshare, c'est ces noms-là, Transporter et Bandwagon, sur la Falcon 9. Donc c'est intéressant, déjà. C'est qu'il vous dit qu'en fait, Electron, c'est pour des clients qui ont du pognon. Les missions rideshare, les mecs, c'est si vous n'avez pas de pognon, vous voyez. Si vous n'avez pas de thunes, vous allez aller voir SpaceX, vous allez payer 10 000 $, et ils vont vous mettre en orbite. Ils vont vous mettre en orbite, peut-être sur une orbite pas optimale pour votre charge utile, mais ça va vous permettre de pas... Vous vous rendez compte? Vous payez une université aujourd'hui, elle peut faire en programme scolaire un satellite, et elle peut le mettre en orbite. En passant par les missions rideshare, vous allez, comme je dis, ça coûte pas cher. Donc c'est le Lidl de l'espace, mais dites-vous que c'est incroyable. Vous imaginez, même vous pouvez faire un satellite dans votre garage, si vous avez 20 000, je sais pas trop combien coûte les missions rideshare par client, mais ça doit pas coûter bien cher. Si vous avez l'argent, vous pouvez mettre votre satellite en orbite. Donc c'est incroyable. C'était il y a 20-30 ans, c'était inconcevable tout ça. Et Peter Beck vous dit qu'en fait, eux font un service à la carte premium où ils vont vous mettre vraiment au mètre près sur une orbite très spécifique. Donc en fait, il dit simplement qu'il y a des gens dans l'industrie qui ne veulent pas passer par SpaceX parce que leur déploiement orbital va pas être optimal par rapport à ce que eux peuvent faire. Et eux, il y a des clients qui sont prêts à payer 7-8 millions de $ simplement pour mettre en orbite. Valérie, c'est dans la Marne, ok. Voilà, bon écoutez, voilà, si vous voulez aller voir l'attitude, c'est là-bas qu'il faut aller. Donc ouais, très intéressant de voir Peter Beck qui dit qu'en fait, il y a une niche. Il y a une niche de clients qui ont du pognon et qui veulent pas passer par SpaceX pour des raisons optimales de déploiement. Et que c'est eux se sont placés là-dessus. Donc les petits lanceurs
dédicacées sont un vrai marché qu'il ne faut surtout pas confondre avec les missions rideshare qui sont vraiment de la masse. C'est deux choses totalement différentes. Il dit que Rocket Lab est en train de voir qu'il y a une demande croissante pour Electron, deux compagnies qui veulent exactement contrôler quand ça part et aussi l'orbite. Parce que c'est vrai que quand vous tirez sur SpaceX avec rideshare, vous allez être avec 70 autres clients, quoi. Et c'est SpaceX qui va vous dire quand on tire, et pas l'inverse. A contrario, avec Rocket Lab, c'est le client qui va dire on veut tirer à ce moment-là, et on veut aller sur cette orbite. Et ça, c'est des traits que les missions rideshare, comme dit Peter Beck, ne sont pas capables. SpaceX ne peut pas faire ça, simplement. Il dit que cela inclut, entre autres, Kineis, une compagnie française qui veut lancer sa constellation de 25 satellites, à bord après 5 missions Electron. Et vous avez aussi la IQPS et Sympestic, donc c'est d'autres compagnies qui veulent déployer des constellations. Et eux passent par Electron, mais ils ont du pognon, vous voyez. C'est très intéressant de voir ce distinguo qui fait désormais, et ça c'est l'émergence de nouveaux marchés où on voit le fait que le prix de l'espace se soit effondré. Il y a tellement de choses qui arrivent en ce moment en termes de clientèle. Vous pouvez, vous mettre un satellite en orbite, vous avez le pognon. Et le pognon, c'est pas des sommes totalement folles. Nous avons beaucoup de clients qui veulent... Ok, d'accord, il y a beaucoup de clients qui, à la base, vont voir Transporter et SpaceX, se rendre compte des contraintes de SpaceX, et reviendront nous voir, et nous commanderont l'entièreté de la constellation. Parce que SpaceX ne peut pas fournir le système à la carte, tant au niveau planning et orbite qu'offre Rocket Lab. Le coupable SpaceX, le bon coupable, le pigeon SpaceX. Alors, beaucoup dans l'industrie, dont des compagnies qui ont fermé, ont blâmé SpaceX pour ont blâmé SpaceX d'avoir coupé les prix et rendu extrêmement difficile pour eux de rentrer en compétition avec SpaceX, puisque SpaceX tire tous les prix vers le bas. Donc forcément, si vous voulez survivre, si vous offrez un prix plus cher, les gens vont aller voir SpaceX qui sont moins chers. C'est la terrifiante loi du marché de l'offre et de la demande. N'importe qui fait du business connaît ça. Mais Beck est convaincu que ces missions rideshare ne sont pas justement le facteur principal du fait de l'échec de certaines compagnies à trouver des clients. Le business plan, le produit et toute l'ingénierie doivent parfaitement s'aligner, dit-il. Quand on regarde à toutes les compagnies qui ont échoué, il est clairement certain que l'un de ces trois traits, que ce soit le business plan, le produit ou l'ingénierie, n'était pas aligné. Il y a suffisamment de demandes pour supporter d'autres compagnies de lancement, dit-il. Mais il doute qu'à l'instant T, il y ait un autre véhicule de lancement capable de rentrer en compétition avec Electron, qui peut justement placer juste quelques centaines de kilos en orbite. Et c'est là où il va commencer à tirer il va tirer des scuds sur l'Europe, entre autres. Si quelqu'un arrive, et voilà, c'est ça, c'est ce qu'il dit, c'est que ils sont chers, Rocket Lab, d'accord? Ils sont chers, mais il y a la qualité. Et les clients de Rocket Lab ne sont pas à 1 million de dollars près. Et il dit aussi que la fusée Electron est désormais, Electron c'est presque 60 vols maintenant, et elle est extrêmement fiable, même s'ils ont eu des problèmes à fiabiliser Electron. Et c'est vrai que maintenant, c'est difficile c'est ce que je vous dis en fait depuis pas mal de mois, depuis près d'un an, c'est que comment vous allez, pour une boîte, comment est-ce que vous allez rentrer en compétition avec Rocket Lab? Toutes ces compagnies de micro-lanceurs dont je parle, ou je viens de montrer là, ISAR Aerospace, RFA, Latitude, dans quel univers ils vont être capables d'être plus compétitifs que Rocket Lab? Son scepticisme s'étend entre autres, donc là on parle du scepticisme de Peter Beck par rapport à la compétition européenne, des compagnies que je viens de citer. Le scepticisme s'étend aussi à toute la nouvelle génération de petits lanceurs européens, comme la Spectrum de ISAR Aerospace qui s'est crashée moins d'une minute après son lancement lors de son vol inaugural il y a une semaine, un peu plus d'une semaine. La Spectrum et tous les autres véhicules qui arrivent en Europe vont avoir vocation à mettre 1 tonne en orbite. Sauf que là, il vous dit que c'est un no man's land en termes actuels, un no man's land au niveau performance. C'est trop petit pour faire des missions rideshare, mais c'est aussi trop gros pour être une fusée à la carte pour des small sat comme nous on fait. Vous voyez? Très intéressant ce qu'il dit. C'est que les fusées européennes vont avoir un problème
en termes pour trouver leur marché. Non seulement ça, mais en plus, bah, ils font tous la même chose. Le seul moyen que je vois pour les lanceurs européens, pour ces compagnies de lanceurs européens, de trouver le succès, c'est d'avoir des subventions des gouvernements, a-t-il conclu. Et après, il dit justement que Rocket Lab continue en même temps de monter en puissance avec la Electron, de bosser sur la Neutron, et il espère, Beck espère que la Neutron sera au pad avant la fin de l'année. J'ai du mal à y croire. Et Rocket Lab ainsi que Stockspace d'ailleurs sont rentrés pour la sont rentrés, je vais reparler de ça, sont rentrés en compétition pour la Lane 1 de la phase 3 du contrat des Space Force. On va reparler de ça tout à l'heure, très important. Ce qui veut dire que Rocket Lab va avoir le droit de concourir pour la Neutron sûrement, voire peut-être même pour la Electron, pour le gigantesque contrat des Space Force. Voilà. Donc très intéressant comme article, parce que là vous avez Peter Beck qui dit qu'en fait SpaceX ouais, ils font du Lidl, nous on est un peu la compagnie de luxe en termes de micro-lancement, et surtout il envoie un message fort aux Européens, c'est les mecs, bon courage pour venir nous chercher, le monopole aujourd'hui c'est nous, et voilà. Si les peuples utilisaient cette vidéo, non, peuvent servir à, oulala, servir à guider des lancements de missiles. Oh putain. T'as pas besoin de satellites pour tirer des missiles nucléaires, mec. Tout est indépendant et autonome. Si les US lancent une bombe, peuvent-ils utiliser les satellites de SpaceX? Bah écoute, on espère qu'on ne le saura jamais. Hein? Tu vois trop le militaire, là. On espère pas avoir d'explosion nucléaire. Crois-moi, t'auras d'autres soucis. Si les US tirent une arme nucléaire, t'auras d'autres soucis que de savoir si Starlink fonctionnera. Retiens bien ça. Donc ouais, article très très intéressant. On va faire ça. Je vais, hop, couper. Tac. Hop là. Des news sur le prochain vol de Starship. Ouais. Enfin des news, ouais, si à peu près. Mais on n'a pas de date exacte encore. On n'aura pas de date exacte avant la semaine avant de toute façon. Et maintenant on va passer... alors, on avait aussi une Atlas 5 au pad pour le premier vol d'Amazon et de Kuiper. Normalement, ils devaient tirer il y a quelques jours, mais la météo était pas bonne. Donc ils ont pas tiré pour finir à cause de la météo. Mais regardez-moi cette coiffe énorme. Donc ce sont tous les satellites Kuiper, la constellation d'Amazon qui doit venir concurrencer Starlink. Très intéressant de voir l'architecture de comment sont mis les satellites Kuiper. Et donc ouais, c'est le début d'une nouvelle méga constellation. Pour tous ceux qui chialaient sur SpaceX et les méchants satellites, attendez, il y a Amazon qui arrive, les Chinois sont en train de déployer 2 constellations en même temps. Vous êtes pas prêts les mecs. Voilà. Donc là on a la constellation d'Amazon qui va commencer son déploiement. Il va pas falloir qu'ils traînent, hein, parce qu'ils ont des milliers de satellites à mettre en orbite. Et pour l'instant ils en ont mis que 1 ou 2 en orbite et qui étaient des satellites test. Donc là c'est le premier vol qui va vraiment déployer les premiers satellites Kuiper. Donc il y en a 27. À bord d'une Atlas 5. Normalement, là, ça va décoller la semaine prochaine. Et c'est déjà pas mal. Maintenant, on va passer à la très très grosse news. Attendez, je vais faire ça. Hop. Hop. Alors, en ce moment, il y a pas mal de bruit avec la NASA qui va se faire couper en sciences et tout ça. Mais tout ça, c'est de la politique. Il n'y a rien encore de taillé dans le marbre. Il faut que ça passe au Sénat et tout. Donc, les bruits politiques de couloir, on s'en fout. On va s'intéresser à du solide. On va parler à la phase 3 des Space Force. Donc les Space Force, on en voit souvent des tirs des Space Force. J'insiste toujours dessus parce que c'est des tirs un petit peu curieux. Les Space Force sont extrêmement exigeantes, vous pouvez vous en douter, en termes de sécurité. On parle de satellites espions, on parle de déploiement de Starshield, on parle des satellites GPS et tout ça. Peut-on insister avec des satellites qui se lancent des missiles? Mec, t'es trop obsédé par la guéguerre dans l'espace avec les satellites qui se tirent des missiles et tout ça. Crois-moi, si on fait ça, ça veut dire qu'on est en guerre ouverte. Si on est en guerre ouverte, ça veut dire qu'on va faire voler les petits oiseaux. Crois-moi, t'auras d'autres soucis. T'auras d'autres soucis que de te soucier qui va tirer un missile sur un satellite ou pas. Hein, crois-moi. Si t'es pas trop vieux, t'auras peut-être un uniforme sur le dos et tu seras en train de mourir dans une tranchée. Si on en arrive là, donc t'inquiète pas. T'inquiète pas de ça. Et si tu t'inquiètes de ça, alors bon courage. Hein, bon courage. Donc ouais, on va causer maintenant des Space Force. Donc,
c'est un sujet qui est pas très développé. Starshield. Starshield, c'est le Starlink du Pentagone. Dites-vous que Starlink fonctionne incroyablement bien. Et le Pentagone a demandé à SpaceX, et a payé cher, à SpaceX de faire une version militarisée de Starlink, uniquement sous le contrôle du Pentagone, et pas de Elon. Et donc aujourd'hui, vous avez souvent des tirs de Vandenberg en Californie, des tirs de Falcon 9, qui déploient des satellites Starshield. Donc ils sont, comme je dis, des Starlink militarisés. Voilà. Avec seulement pas mal d'autres choses en option, mais on ne connaît pas la structure technologique de Starshield. Il y a beaucoup de choses intéressantes en termes d'imagerie, où ils peuvent faire de l'imagerie H24. Bah ouais, vous avez tout le temps un satellite au-dessus, donc vous pouvez prendre des photos en permanence et tout, c'est pas juste de la connexion internet. Donc ça, tous ces tirs-là font partie y a-t-il des frontières dans l'espace? Non! Il n'y a pas de frontières dans l'espace, mec. C'est le Far West, là-haut. Il n'y a pas de frontières sur la Lune, il n'y a pas de frontières dans l'espace, c'est premier arrivé, premier servi, et voilà. Donc ouais, donc les Space Force ont leur propre budget, d'accord? Tous ces vols militaires, c'est pas la NASA. C'est les Space Force. Dites-vous que les Space Force ont plus de budget que la NASA. Donc les Space Force gèrent tout l'aspect de tir militaire. Ils tirent énormément. En moyenne, les Space Force, on voit un tir tous les 2 semaines, 3 semaines. Ils tirent beaucoup plus que la NASA. Ils ont un plus gros budget que la NASA. Ils payent mieux que la NASA. Vous pouvez vous en douter, toutes nos compagnies dont on parle souvent, que ce soit SpaceX, ULA, Blue Origin, Rocket Lab, Stock Space, Firefly, veulent rentrer en compétition pour récupérer l'argent des Space Force. Parce que les Space Force sont contraignantes, mais elles payent incroyablement bien. Et en plus de ça, elles sont enclins à payer plus cher pour avoir aussi un écosystème commercial très diversifié pour avoir de la concurrence. D'accord? On a vu comment ça s'est terminé dans le Far West, c'était pas très beau. Ah bon? Ah bon? Ça a donné naissance à la première puissance mondiale? Hein? Il y a peut-être du bon, hein? Ou pas, hein? Voilà. En train d'être coupé, on n'en sait rien. Comme je dis, les bruits de couloir de politique au niveau de la NASA, on n'en sait rien. De toute façon, vu comment la NASA gère son pognon, lui mettre quelques bonnes claques dans la gueule, je pense que c'est une bonne chose. Parce que la NASA a beaucoup d'argent et l'utilise très très mal en termes de dépenses, en termes de programmes et tout, tout est en retard. Quand on voit ce que fait la Chine ou l'Inde par rapport à la NASA, il y a des questions à se poser sur comment fonctionne la NASA dans certains domaines scientifiques et tout. Donc ouais, moi je suis plutôt de la maison de Léo Dagan. On crame tout et on repart sur des basses scènes. Mais ça, c'est pas, comme je dis, on n'en sait rien de ce qui se passe encore, c'est beaucoup de bruit de couloir. Donc en tout cas, les Space Force, là, c'est pas des bruits de couloir. Donc vous avez, depuis la création des Space Force, depuis 2016, vous avez ce qu'on appelle des phases, d'accord? Les Space Force commandent sur 5 ans des tirs. Phase 1, phase 2, donc là on est dans la phase 2, la phase 2 va bientôt se terminer, et on va bientôt rentrer dans la phase 3. Donc généralement, par phase, les Space Force vont peut-être avoir 50 ou 60 tirs par phase, sur les 5 ans. Donc vous pouvez vous imaginer, ils arrivent avec, là pour le montant de la phase 3, c'était 14 milliards de dollars. Percuté sur ce que représente ce chiffre dans l'aérospatial. 14 milliards de dollars pour la phase 3, et ils disent, bah écoutez, nous on veut pouvoir tirer beaucoup, et on veut des lanceurs fiables, vous allez respecter toutes nos conditions, en échange on va très bien payer, donc vous pouvez vous imaginer que ça attire toutes les grosses compagnies. Dans la phase 2, 2 compagnies étaient parvenues à survivre à la phase 2, c'était ULA qui avait pris 60% du contrat, et SpaceX qui avait pris 40% du contrat, 60-40. Et la phase 3 vient d'être annoncée la semaine dernière. Qui vous pensez est dans la phase 3 avec quel pourcentage par rapport à la phase 2? Donc rappelez-vous qu'on parle d'un contrat à presque à 15 milliards de dollars. C'est des sommes colossales. Qui vous pensez par rapport à la phase 2 où c'était 60% ULA, 40% SpaceX? Vous pensez qu'on en est où là en termes de pourcentage, le chat? Qui a pris quoi? Qui a pris quoi? SpaceX 80-20? SpaceX 80%? 80-20? 75-25? Ok, vous en êtes pas si loin que ça, mais vous êtes quand même vachement optimiste pour SpaceX. SpaceX a pris 60% et ULA New Glenn, ULA Blue Origin ont pris 40%. Avec une option en plus pour Rocket Lab et Stock Space qui vont rentrer en compétition pour encore une clause particulière de ces tirs. Donc comprenez que vous avez la phase, d'accord? Phase 1, 2, 3. Ça, c'est le contrat de la phase 3. Et dans la phase, vous allez avoir différentes lanes, c'est-à-dire que vous allez avoir différentes orbites, d'accord?
vous allez avoir, je crois, 2 ou 3 lanes, et chaque lanceur, vous pouvez vous arrêter, chaque lanceur peut peut-être aller sur une lane, mais peut pas aller sur une autre. Donc, les Space Force, vous avez le droit de rentrer en compétition dans la phase, et après, est-ce que les Space Force vont voir si votre lanceur est viable pour certaines lanes, donc certains orbites bien spécifiques. On va aller voir le détail. Il y a un très gros article qui est sorti sur le sujet, très intéressant. Voilà. Je vais virer. Voilà. Yes. Donc comprenez que c'est, pour toutes ces compagnies, c'est le plus gros contrat qui tombe. Donc vous comprenez pourquoi la lutte est acharnée pour ces contrats-là. C'est beaucoup d'argent qui vont tomber sur 5 ans. On parle de milliards de dollars. Et ces compagnies, elles sont pas sous subvention. Elles ont besoin de pognon pour survivre. SpaceX, ULA et compagnie, contrairement à ce que vous disent à tous les débiles de YouTube, SpaceX n'a pas de subvention, d'accord? Ils ont des contrats, ils doivent respecter leurs contrats. S'ils ne respectent pas leurs contrats, ils paieront les pénalités de leur poche. Regardez par exemple Boeing. La subvention de Boeing pour Starliner leur a déjà coûté bientôt plus de 2 milliards de dollars à cause des retards et du fait que leur système ne fonctionne pas. Donc le terme subvention est une aberration. Quand je l'entends, ça me fait cringer à mort. Voilà. Donc c'est... Dès que quelqu'un vous dit que SpaceX a des subventions, c'est faux. C'est factuellement faux. Il y a des contrats à la clé, des contrats très clairs, très précis, des contrats à coût fixe. Par contre, si vous voulez qu'on parle de subventions, on pourrait parler de Ariane 6. De Ariane 6 qui recevait 120 millions d'euros par an sans aucune contrepartie. C'est une subvention conditionnée. Que dalle. Et quand ton plombier vient chez toi, est-ce que tu le subventionnes? Je vous pose la question, le chat. Pour ceux qui ont des doutes sur ce que je dis, qui ne me croient pas, pardon. Quand votre plombier vient chez vous, est-ce que vous le subventionnez? Quand il vient chez vous pour bosser, vous lui donnez une subvention? Moi, je connais la réponse, hein. La réponse est non. Vous signez un contrat, payé à la tâche, absolument. C'est un contrat privé, pas un appel d'offres public. T'as un contrat avec. À l'instant où t'as un contrat très spécifique avec des conditions, ce n'est pas une subvention. C'est un contrat avec appel d'offres public, mais c'est un contrat. Et c'est mensonger, et je le répète, c'est mensonger de dire que SpaceX reçoit des subventions. Ils ont reçu des milliards de dollars de contrats parce qu'ils sont extrêmement efficaces dans ce qu'ils font. Alors oui, ils explosent des fusées, oui, ils cassent des choses, mais c'est leur façon de faire. Par contre, alors ils ont reçu des subventions, c'est vrai. Ils ont reçu des subventions à leur création, ils ont reçu des emprunts fédéraux, ils ont tout remboursé avec les intérêts, et aujourd'hui, ils ont parfois des subventions de quelques centaines de milliers de dollars, entre autres pour la voirie du Texas, entre autres pour la voirie de Boca Chica et tout ça. Ça, c'est des subventions, d'accord? Par contre, dire qu'ils ont eu des milliards de dollars de subventions, quand quelqu'un vous dit ça, vous savez qu'il n'y connaît rien. Et un, c'est un expert en expertise, mais qu'en plus, il est biaisé, et deux, qui ne connaît pas l'industrie. Donc dès que vous voyez quelqu'un qui dit ça, l'écoutez pas. Ou en tout cas, écoutez-le et rigolez. Mais SpaceX ne reçoit pas de milliards de subventions. C'est des contrats très spécifiques, des contrats à coût fixe. Et s'ils merdent, je peux vous dire que ça va leur coûter très cher. Voilà. Donc tu affirmes que l'argent pour développer les différentes fusées vient de la poche de SpaceX, c'est pas du gouvernement américain. Alors, la Vulcan a eu des subventions. Les Space Force ont payé pour la Vulcan très cher. Par contre, SpaceX n'a jamais eu de subvention. C'est des contrats, mec. Jamais le gouvernement américain a filé gratuitement, comme ça, de l'argent à SpaceX. Il y a toujours des contrats à la clé. Et des contrats, c'est pas des subventions. N'en déplaise à certains, si on parle de subventions, regardez Ariane 6. Ariane 6 a reçu 120 millions de dollars par an, sans aucune contrepartie. Quand vous recevez 100 millions de dollars, sans aucune contrepartie, c'est des subventions. Voilà. SpaceX, ils ont reçu beaucoup d'argent, des milliards, mais tous ces milliards sont sous contrat. C'est des contrats. Non, mon petit clochette. Va voir l'argent qu'a reçu Ariane 6, ce n'était pas des contrats. Ariane 6, dans son développement, était tellement en retard qu'ils ont reçu par an 120 millions d'euros, sans aucun contrat, sans contrepartie, simplement une petite signature. C'est là où vous comprenez pas les défenseurs du spatial européen et des anti-SpaceX. C'est que vous ne savez pas faire la différence entre un contrat étatique,
un contrat à coût fixe ou un contrat cost plus et des subventions. Et vous mélangez ça en espérant faire croire que SpaceX reçoit des subventions, ce qui est factuellement totalement faux. Moi, ça me fait rigoler parce que, voilà. Est-ce que SpaceX a des fournisseurs français? Bonne question. Peut-être. Je ne pense pas, mais peut-être. Pour des petites choses et tout ça, SpaceX a énormément de contractants qui bossent pour eux, même s'ils font beaucoup de choses en interne. Voilà. On connaît bien leur discours, bien sûr. Bien sûr. Mais le but est de détester SpaceX et Elon Musk. Quand bizarrement, quand c'est des compagnies européennes qui explosent des fusées, quand c'est des compagnies européennes qui sont sous subvention, littéralement des subventions, là, ça les dérange pas. Voilà. Donc ouais, il y a beaucoup de gens extrêmement mal intentionnés sur le sujet. D'accord? Mais à la fin de la journée, on s'en fout. SpaceX, ils sont là, et je peux vous dire qu'ils sont là. Ils vont être là pour longtemps, ne leur en déplaise. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se dit sur ce contrat des Space Force. Avec ce nouveau contrat, SpaceX devient le premier fournisseur des Space Force. Donc le chat, en effet, l'avait call. On est sur du 60-40. Si tu veux jouer sur les moons, SpaceX n'a pas reçu de subvention, mais a développé avec de l'argent public. Mais c'est des contrats, espèce de connard. Hein? SpaceX... Mais Ariane 6, c'est quoi, d'après toi? C'est parce que... c'est des clients? Hein? C'est des foutus clients? L'État américain a besoin d'un lanceur, ils vont payer une compagnie de lanceurs. Qu'est-ce que vous comprenez pas avec ça? Ça a toujours été comme ça aux États-Unis. La NASA a toujours payé la Saturn V. La Saturn V, c'était pareil. La NASA a payé des compagnies pour développer des lanceurs. À quel point vous êtes cons? Et vous osez appeler ça des subventions? Putain, vous êtes des menteurs. Et vous manipulez les mots pour ne pas voir une réalité commerciale. SpaceX a permis à l'État américain... SpaceX a fait économiser des milliards à l'État américain en faisant s'effondrer les prix d'accès. Avant, c'était ULA qui était en monopole dans les années 2010. Et ULA surfacturait les coûts des lancements. Surfacturé. SpaceX est arrivé et a tiré tous les prix à la baisse. Grâce à SpaceX, l'État américain a économisé des dizaines de milliards. Donc ils se sont largement rentabilisés sur tes subventions qui ont été données. C'est mensonger de dire ce que tu dis là. C'est mensonger. Mais je le vois très souvent, des pro-européens, des anti-Musk et tout. Ils mélangent tout et ils mentent sur les mots pour faire croire que SpaceX survit d'argent public. Ils survivent de contrats avec de l'argent public. Et ces contrats, ils sont solides. Allez voir les contrats. Vous savez qu'ils sont disponibles, ces contrats. La faillite de l'Europe, absolument. Mais bon, c'est mon coup de gueule parce que je le vois trop souvent. Et je suis fatigué de voir les débiles raconter des conneries sur YouTube et tout ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Mais ça fait du clic, hein. Oubliez pas que l'anti-muskisme et l'anti-SpaceX génèrent du clic en ce moment. Surtout chez les gens qui connaissent pas l'industrie. On peut leur raconter n'importe quoi. Les gens, ils vont gommer tout ça, vous voyez. Voilà. On subventionne pas, on lance un appel d'offres. Mais bien sûr, ce sont des contrats étatiques. Ce ne sont pas des subventions, les appels d'offres. On va payer pour un service. Après, si vous faites entuber par le service et que le service est mauvais, bah c'est votre problème. Votre contrat était pas assez solide. Mais en aucun cas, ce sont des subventions. Ce sont des appels d'offres et des contrats. Avec des conditions. Je suis effaré de voir les gens qui sont pas capables de voir ça. Alors, ce vendredi, les Space Force ont annoncé qu'ils avaient sélectionné SpaceX, ULA et Blue Origin pour 13,7 milliards de dollars de contrats afin de délivrer les charges utiles importantes, stratégiques du Pentagone au début année 2030. Puisqu'en effet, on est toujours dans la phase 2 et on va bientôt basculer dans la phase 3. Donc là, c'est simplement, on vous parle de la phase 3 qui va peut-être aller de 2026 à 2030 ou 2027 à 2031. Quelque chose comme ça. Donc ces missions lanceront, toutes ces missions lanceront les charges les plus lourdes des NRO. Donc les NRO, c'est National Reconnaissance Office, donc tous les satellites espions et tout ça. Les déploieront sur des orbites très spécifiques. Et ces types de lancements très particuliers et aussi très sensibles pour la sécurité nationale américaine, ils ont besoin de roquettes extrêmement lourdes. Donc il n'y en a pas beaucoup de roquettes lourdes sur le marché.
vous avez la Falcon 9, vous avez la Falcon Heavy, vous avez la Vulcan qui monte en puissance, et vous avez la New Glenn qui a volé pour la première fois, il y a même pas un peu plus d'un mois de ça. Donc ce contrat qui a été accordé vendredi, alors il nous rappelle que généralement ces contrats étaient dominés par ULA à une époque. Vous savez qu'à une époque ULA était à 100% avait le monopole sur ces contrats. C'est en 2015 que SpaceX avait attaqué l'Air Force en procès pour avoir le droit de participer, et ils étaient parvenus à rentrer. Donc comment The Mighty has fallen. Donc ouais, le contrat précédent c'était du 60-40, blablabla, nous c'est pas ce qui nous intéresse. Donc ouais, les Space Force ont pris la responsabilité de tous ces lancements sur l'Air Force après sa création en 2019. Ah, ça a été créé en 2019 Ah oui, c'est pas 2016, 2019 en effet. L'année suivante, les Space Force avaient signé un énorme contrat avec SpaceX et ULA. Donc la phase 1 de 2020... Ah non, c'est la phase 2. De 2020 à 2024, ULA avec la Vulcan avait remporté 60% du contrat. Mais rappelez-vous, hein, les Space Force sont furieuses après ULA parce que ULA a gagné un contrat de 2020 à 2024 pour la Vulcan. Sauf que la Vulcan, elle peine encore aujourd'hui à monter en puissance. Donc ULA... a été mis en demeure par les Space Force. Ils rigolent pas, les Space Force. Hein. C'est les subventions des Space Force, ils vous mettent en demeure et ils vous prennent vos tirs et votre argent et vous payez des pénalités si vous n'êtes pas capable d'honorer vos engagements. La gueule des subventions. Mais les Space Force ont été forcés de relocaliser certains de ces vols à SpaceX après que ULA n'ait pas été capable d'honorer ses engagements avec la Vulcan. Voilà. D'ailleurs, là, SpaceX a encore récupéré un tir GPS de ULA, parce que ULA a des soucis avec la Vulcan. Voilà. Donc, ULA et la Vulcan et la Falcon 9 et la Falcon Heavy vont lancer les 42 vols restants de la phase 2 avant qu'on passe à la phase 3. Vous vous rendez compte? 42 vols. Vous savez, la NASA ne tire pas beaucoup. Là, est-ce qu'on a le nombre de tirs? Il me semble que c'est... On n'a pas le nombre de tirs. Mais c'est environ plus de 50 tirs, entre 50 et 60 tirs par phase. Vous vous rendez compte un peu de la quantité de tirs? Et forcément l'argent qui suit avec. Donc pour la phase 3, donc dans la phase 3 qui arrivera dans quelques années, les Space Force ont totalement changé leur fusil d'épaule, surtout avec SpaceX qui est en forme, hein, et à contrario, ULA avec la Vulcan ont des problèmes, la New Glenn n'a pas encore été validée. Donc voilà ce que ça donne. SpaceX a récupéré 28 missions pour un montant approximatif de 5,9 milliards de dollars. C'est plus que l'atterrisseur lunaire. Vous comprenez pourquoi ces compagnies se battent bec et ongles pour avoir ces contrats. Donc là, SpaceX, pour 28 missions, vient de récupérer 5,9 milliards de dollars. N'oubliez pas que les Space Force ont des conditions, mais que les Space Force sont devenues très confiantes en SpaceX, et ça les dérange pas qu'on utilise des vieux boosters pour certaines missions. Très intéressant, parce que ça permet à SpaceX de tirer une charge utile sur un booster qui coûte pas grand chose, et de faire rentrer énormément d'argent dans les caisses. C'est une énorme plus-value. ULA, 19 missions, 5,4 milliards de dollars. Blue Origin, avec la New Glenn, 7 missions pour approximativement 2,3 milliards. Donc c'est du 60-40 en faveur de SpaceX, alors que la phase 2 c'était 60-40 pour ULA. Donc là, ULA est le grand perdant de cette nouvelle phase. Voilà. Tu parlais de l'animation de Isaac Mann aujourd'hui. Non, parce que c'est vraiment du politique, c'est du blabla. Forcément, Isaac Mann, il va dire ce que tout le monde veut entendre. Il n'y a aucun intérêt. Alors moi, je l'ai regardé en entier, hein, le truc. Mais c'est de la politique. C'est de la politique politicarde, d'accord? C'est pas ce qui intéresse les gens. On va attendre que Isaac Mann, il soit patron, il soit administrateur de la NASA. Et là, on verra ce qu'il pourra... Voilà, là, on discutera. Mais pour le moment, c'est que de la politique politicarde. Et j'ai pas envie de faire de politique politicarde dans la minute spatiale. Je veux du concret. Alors, le Pentagone a sélectionné une quatrième compagnie non nommée, mais qui n'était pas sélectionnée pour la phase 3. Je suspecte que c'est Rocket Lab avec la Neutron. La quatrième compagnie non nommée, je suis sûr potentiellement que c'est la Neutron qui n'a pas été sélectionnée pour la phase 3 parce que la Neutron est encore trop loin de sa viabilité.
écoutez ça, c'est très intéressant. Les gens ont fait les maths. Si on arrondit à quelques millions près, le contrat avec SpaceX, c'est environ 212 millions de dollars par tir. Pour ULA, c'est 282 millions. Blue Origin, 341 millions par tir. Vous vous rendez compte? Là, les Space Force payent bien. Un tir aujourd'hui pour SpaceX, vous allez payer SpaceX peut-être 50-60 millions de dollars, un client privé, sachant que ça va peut-être coûter à SpaceX 15 ou 20 millions le tir. Donc regardez à quel point les Space Force sont prêtes à mettre beaucoup d'argent sur la table. Et pourquoi c'est extrêmement rentable pour ces compagnies de participer à ce type de contrat? C'est parce que les Space Force sont prêts à payer très 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 cher. Vous voyez? Et dites-vous que SpaceX est de loin la moins chère. Ils sont 70 millions moins chers que ULA. C'est énorme. Donc quand, oui, des subventions et tout, SpaceX fait économiser de l'argent aux Space Force en étant de loin le plus compétitif. Et dites-vous qu'il pourrait être beaucoup plus compétitif en faisant tomber les prix, je suis sûr, encore plus bas, mais il n'y a aucune raison de le faire. Ça permet de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Voilà. Donc ces chiffres sont à prendre, mine de rien, avec précaution, puisque le contrat inclut... Ah oui, le contrat! Attendez les mecs! Le contrat inclut... J'allais dire la subvention inclut... Pardon. Le contrat inclut énormément de contreparties. C'est pour ça que les prix sont beaucoup plus chers qu'un client... que ce qu'un client normal paierait. C'est vrai que le prix par lancement est terriblement cher. Selon le Pentagone, le contrat inclut, entre autres, tout le service de lancement, les services autour d'une mission unique, l'accélération de la mission, c'est-à-dire que les Space Force contrôlent tout, la rapide résolution d'anomalies qui viendraient à subvenir, des études spéciales autour des charges utiles et tout ça, tout le support de services de lancement, la surveillance de la flotte. Bah ouais, vous allez avoir vous pouvez vous en douter, c'est des tirs très très sensibles avec du matériel très sensible. Donc vous allez avoir les Space Force qui veulent tout contrôler, tout surveiller sur ce qui se passe. On veut pas qu'un Chinois rentre dans les hangars à SpaceX et commence à prendre des photos. Donc les Space Force s'octroient le droit de contrôler tout cela. Et aussi toutes les intégrations, la data. Pour faire simple, les Space Force chapeautent absolument tout. Ils sont prêts à payer beaucoup plus cher. Mais c'est eux qui vont dicter le rythme. Et c'est pas tout. Tout ce que vous avez là n'est pas taillé dans le marbre. Si vous n'êtes pas capable d'honorer une mission, les Space Force s'octroient le droit de prendre la mission et de donner l'argent, rend l'argent, et de le donner à un de vos compétiteurs. Vous voyez, par exemple, SpaceX a récupéré pas mal de tirs de ULA parce que ULA n'est pas capable d'honorer ses engagements. Vous voyez le truc? Alors, Elon Musk a tiré un petit scud. Écoutez, on adore Elon Musk, c'est un énorme troll. Écoutez ce que a dit Elon Musk sur Twitter, ça nous a tous fait rire. Alors vous avez l'impression que récupérer 60% des missions, ça a l'air généreux, mais la réalité c'est que les compétiteurs de SpaceX, ULA et Blue Origin, avec leurs efforts combinés, sont à l'instant T absolument incapables d'honorer 40% des tirs. Là vous avez Musk qui dit ULA n'est pas capable d'honorer les 19 missions des Space Force. Et même chose avec la New Glenn. J'espère qu'ils vont réussir, mais pour le moment, ils en sont absolument loin. Et pour le coup, il a raison, même s'il ne faut pas oublier que cette phase va rentrer en action dans quelques années, et que ULA et Blue Origin vont monter en puissance avec leur capacité de tir. Donc à voir, voilà. C'est de la subvention masquée de payer 20 fois le prix. Pas vraiment. Parce que les Space Force sont extrêmement exigeantes par rapport à ce qu'elles demandent. Et les Space Force ont de l'argent. On comprend que les Space Force, elles sont heureuses de payer plus cher pour être prioritaires dans absolument tout et tout contrôler. Elles sont extrêmement exigeantes, les Space Force. Elles sont extrêmement exigeantes. C'est pas un client que... T'as envie de les avoir pour client justement parce qu'ils payent plus cher. Tu sais que s'ils payent pas plus cher, t'as peut-être pas envie de les avoir comme clients. Vu toutes les exigences, ils payent plus cher pour être prioritaires dans tout et avoir la surveillance absolue. Donc non, c'est pas de la subvention masquée, parce que c'est un client extrêmement chiant, les Space Force. Chiant et exigeant. Voilà.
non, blablabla, non. Ah, voilà. Donc là, c'est intéressant. Il vous parle justement des lanes, ok? Donc vous avez les phases globales, phase 1, 2, 3, et dans chaque phase, vous allez avoir les lanes qui correspondent, lane 1, lane 2, qui correspondent en fait à certaines orbites. Donc forcément, vous allez avoir Stock Space et Rocket Lab, qui sont des candidats pour la phase 3, mais des candidats, d'accord? Ils sont pas sélectionnés officiellement, pour aller sur la lane 1, qui est de mettre des petits satellites, des constellations en orbite basse. A contrario, vous allez avoir des orbites plus lointaines, donc plus difficiles à atteindre, où vous allez avoir nos fusées habituelles, la Vulcan, les fusées de SpaceX et compagnie, qui vont aller chercher des orbites plus compliquées. Voilà. On peut le rename Yon Yon, hein, je pense pas. Je peux pas renommer des pseudos. Ah, c'est 54 tirs, les mecs. 54 tirs. La lane 2. Oh là là, 54 tirs, vous vous rendez compte? Et ça ira de 2027 à 2032. Voilà. On a... Les subventions sont détournées via des appels d'offres avantageux. L'argument des subventions, c'est ridicule. Ouais, c'est des appels d'offres avantageux, absolument. Mais il y a des contraintes. Ce sont des contrats. Et si vous n'êtes pas capable d'honorer votre contrat, vous allez perdre l'argent. C'est pas ça, les subventions. Appel d'offres avantageux, absolument. Mais, en aucun cas, je veux dire, ULA, ils sont dans la merde avec les Space Force. Ils se font prendre leur argent. Ils perdent. Vous savez que ULA, l'argent, il est perdu. C'est des pertes sèches. Boeing, avec les appels d'offres avantageux, Boeing a perdu 2 milliards de dollars. Donc non. Est-ce que les appels d'offres sont avantageux? Absolument. Mais il y a d'énormes contraintes contractuelles qui viennent avec ça. Ça n'a rien à voir avec donner 120 millions de dollars à Arianespace sans aucune contrainte. Ça, c'est des subventions. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens ne voient pas ça. Mais bon, voilà. Donc ouais, en tout cas, notre phase 3, elle va aller de 2027 à 2032. Rien que pour la lane 2, c'est 54 tirs. C'est absolument énorme, hein. Voilà, hein. Phase 3, lane de contact, domaine. Ah voilà, donc là c'est juste la lane 2, d'accord? Dites-vous qu'il y aura d'autres tirs avec la lane 1. C'est intéressant. Donc la lane 1, c'est simplement pour les missions en orbite basse. Donc toutes ces charges utiles, ça inclut des démonstrateurs technologiques, des expérimentations, ainsi que les méga constellations militaires comme Starshield, ou encore toutes les satellites de relais data gérés par l'Agence de développement spatial. Pour la lane 1, voilà. Il y a des systèmes de certification, je l'ai déjà dit. Si vous voulez certifier, une fusée, il faut qu'elle vole 2 fois avec succès. Donc on a vu que la Vulcan a été certifiée il y a 2-3 semaines. Pourtant, ils ont eu des problèmes à leur deuxième vol, mais ils ont résolu le problème visiblement. La New Glenn doit encore faire un autre vol pour être certifiée. Donc vous voyez que les certifications, ils sont exigeants. Il faut réussir des vols. Dites-vous que SpaceX, avec la Falcon Heavy, avait tiré avec la voiture à l'intérieur pour certifier la mission. Ils étaient prêts à perdre peut-être 120, 130, 140 millions de dollars pour certifier la fusée pour pouvoir entrer dans les contrats. Voilà. Et bien sûr que c'est simple à comprendre. Ce sont des appels d'offres. Ce sont des appels d'offres avec des contrats, tout simplement. Donc ouais, pour les missions pour la lane 1 sont bien moins exigeantes que la lane 2. D'accord? C'est pour ça que la lane 2, vous allez avoir tous les gros clients avec leurs grosses fusées. Donc vous allez avoir... là, c'est... ouais, pour la lane 1, SpaceX won all the batch. Oh putain, d'accord. Écoutez, en juin dernier, donc le Command Space System, le commandement des systèmes spatiaux, a choisi SpaceX, ULA et Blue Origin comme candidats pour la lane 1. SpaceX a remporté les 9 batchs de missions de la lane 1 mis en vente. Donc il y avait les 3 compétiteurs, SpaceX a tout remporté. Pourquoi ils ont tout remporté? Parce qu'ils ont des fusées disponibles et surtout ils sont moins chers. C'est de la compétition, hein. Voilà. J'ai une nouvelle lecture de l'espace et j'aimerais vous la parler. Pouvez-vous prendre le temps pour moi? Je ne sais pas de quoi tu parles en fait. Une nouvelle lecture de l'espace, ça veut dire quoi? T'as écrit un bouquin, c'est ça? T'écris un magazine?
Allez, venir faire de la pub sur les lives, c'est pas cool, hein. J'ai mon exposé à faire, moi. Ok. D'ailleurs, rappelez-vous que rien n'est taillé dans le marbre, puisque les militaires, donc c'était SpaceX qui a remporté tous les batchs de missions pour la Lane 1, mais récemment, les Space Force ont rajouté la Neutron de Rocket Lab et la Nova de Stock Space dans le lot. Aucune des deux fusées n'a jamais volé, et néanmoins, comme je dis, les Space Force ne veulent pas être dépendants d'un monopole comme ULA à la grande époque. Les Space Force sont prêts à payer plus cher, mais veulent avoir une multitude de compagnies qui lancent. Tant pis si certains sont plus chers que d'autres. Et là, vous avez sorti de nulle part les militaires qui ont mis Rocket Lab, la Neutron de Rocket Lab et la Nova de Stock Space dans le lot parce qu'ils estiment que peut-être ces fusées ont un potentiel pour la compétition, tout simplement. C'est un gigantesque contrat. C'est un gigantesque contrat. Les gens qui appellent ça des subventions, c'est des ânes-battés parce qu'il y a trop de contraintes qui vont avec pour que ce soit des subventions, tout simplement. Par contre, c'est sans aucun doute des contrats qui sont extrêmement avantageux financièrement. Sans aucun doute. Mais les contraintes, elles sont là. Voilà, rien n'est gratuit. Voilà, c'est ce que vous dit le patron des Space Force, qui veulent pas juste une compagnie qui gère tout. Ils veulent une architecture spatiale et un écosystème économique robuste et résilient. Tout simplement. Tout ça, là, tout ce gigantesque contrat des Space Force n'est pas juste un programme, c'est une stratégie qui nous permet de déployer des capacités critiques d'accès à l'espace et tout ça. Voilà. Quelque chose de ce que l'on voit, j'aimerais juste un retour des gars passionnés. Ouais, mais je suis un expert en expertise, moi. Hein. Je pense pas être la bonne personne. Hein. Au pire, tu cliques sur mon pseudo, là, tu te démerdes pour trouver mon pseudo dans la liste, en haut à droite, et tu m'envoies ça en privé. Tu m'envoies ça en privé, mais je suis un expert en expertise. Hein. Il y a des gens plus performants, plus compétents que moi dans le Twitch spatial et compagnie. Mozuta, oh Mozuta qui fait fermer le chat. Oh Mozuta qui fait fermer le chat. Allez hop, Emotonly. Oh le giga cancer Mozuta. Donc voilà pour comme je dis c'est l'énorme contrat, c'est la grosse news. Les gens généralement s'intéressent qu'aux petites choses et tout. C'est l'énorme contrat, c'est ça. L'argent, il est là pour toutes ces compagnies. Et SpaceX vient de faire une bonne affaire. Et je peux vous dire une chose. C'est que si ULA et Blue Origin sont pas capables de monter en puissance en termes de cadence de tir autour de la Vulcan et de la New Glenn, SpaceX va récupérer les tirs. C'est pour ça que Musk, il rigole un peu en disant « Eh mais les mecs, vous récupérez 40% du contrat, mais vous êtes incapables de tirer une fois par mois à l'instant T. Moi, je suis capable de tirer une fois tous les 2 jours. » Et il a raison. Ce sont des faits, c'est factuel. Si la New Glenn et la Vulcan veulent être capables de rentrer dans cette compétition, il va falloir tirer plus. Beaucoup plus. Mais on sait que Blue Origin et ULA ont cette ambition. D'ailleurs, à propos de Blue Origin, regardez. Ça, c'est le 2e étage de la New Glenn. On sait que Blue Origin veut retirer une New Glenn fin du printemps été. Donc on va avoir une New Glenn au pad. Hein. Et ils ont intérêt à se dépêcher, hein, parce que s'ils veulent pas que les Space Force leur sucent leur contrat, va falloir réussir... Est-ce que tu es rémunéré par une organisation? Par personne, mec. Je suis rémunéré par le chat. C'est pour ça que j'ai pas la langue de bois et que je dis ce que je pense. C'est que personne me paye, personne me censure, personne me paye. J'ai pas à cirer de la babouche comme certains. Donc ouais, je suis payé absolument par personne à part par les trolls du chat. C'est les trolls du chat qui me paient. Voilà. Alors oui, c'est une organisation, hein, les trolls du chat, hein, on pourrait les appeler comme ça. Donc regardez-moi le 2e étage de la New Glenn. Donc ça, comme je dis, je pense qu'on va avoir une New Glenn au pad prochainement. Ce qui est une bonne nouvelle d'ailleurs. Bon écoutez, si on allait voir Boca Chica, et si on allait un petit peu au Texas, vous vous rappelez que B14 a fait son feu statique. Ah merde, j'ai oublié de montrer la photo, attendez. Où est-ce que j'ai mis ça? Une photo incroyable. Non, ça c'est ma maman sur Zoom. Hop, j'ai mis ça sur Twitter. Je vais la retrouver. Twitter, tac.
Blue Moon Mark 1, on espère. Hein. On espère. Hein. Moi, ils ont fait un très très beau vol 1, Blue Origin. J'espère qu'on va les voir tenter des dingueries pour concurrencer SpaceX et mettre un peu la pression à SpaceX. C'est ça qu'on veut voir. On est pour l'industrie. Je pense que tu es agent d'influence pro-US. Écoute, s'ils veulent me payer... S'ils veulent me payer... Ils peuvent, hein. Je prends, hein. Tout ce que je te dis là est factuellement vrai. Si ça te plaît pas, tu peux m'appeler agent d'influence. Mais il va falloir que tu mettes de l'argument pour me dire que j'ai tort. Oh là là, je loupe des subs. Dragon Hunter qui fait péter du sub. Dragon Hunter, t'as offert 105 subs sur la chaîne. Hein. J'espère que tu peux te permettre ce genre de dinguerie. Merci beaucoup en tout cas, mec. Bah ouais, je suis payé par aucune organisation. Hein. On apprécie le financement alternatif. Hein. Donc B14 est rentré au pad après son feu statique. Alors SpaceX a annoncé que ce serait B14 qui volerait. Tu as des news B14 compromis, peut-être B15. Écoute, j'ai rien vu passer qui dit ça. SpaceX n'a rien communiqué sur le sujet. Donc là, on va supposer que l'histoire des subventions montre que tu es impliqué. Mais ce que je t'ai dit, c'est factuel. C'est pas une question d'être impliqué. Moi, je veux qu'on reste sur les faits. Qu'est-ce que j'ai dit, Vivien? Dis-moi ce que j'ai dit, ce qui est faux dans mon argumentation. C'est bien beau de m'attaquer, de m'accuser personnellement. Pépé, tu es payé, tu es un agent d'influence. Dis-moi ce qui est faux, factuellement. Moi, je pense que t'en es incapable. Et fais attention à... Si t'es pas capable d'avoir un argumentaire, casse-toi de chez moi. Incroyable. On aime l'espace ici. Et on aime les gens qui avancent. Mais par contre... Bah écoute, par contre, si des gens sont prêts à me payer pour être un agent d'influence, je suis preneur, les mecs, hein. Attendez, je vais remettre le chat en... Hop. Ah non. Voilà. Discute pas avec des neuneux. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Il faut que je vire les gens. Il faut que je vire les couillons. Hein. J'oublie. Hein. Ouais, il est pas méchant. Mais il est un peu con, quoi. Donc ouais, B14 qui rentre au pad. Donc quelqu'un m'a dit que B15 était compromis. J'ai rien lu là-dessus. Donc on va considérer que B14 est le candidat. Et qu'il est rentré faire ses essais... ses préparatifs de vol, d'accord. D'ailleurs, très intéressant. Un agent d'influence pour les essais ne parlait pas des lancements chinois. C'est vrai. Ni des lancements européens, d'ailleurs. Ni des lancements russes. Complètement. Complètement. On souhaite à tout le monde de la réussite, y compris aux Européens. Jamais je veux que des fusées explosent, encore moins avec des gens dedans. Donc non, moi je suis pour un espace qui fonctionne, où tout le monde a sa chance. Et tant pis s'il faut payer plus cher certaines compagnies parce qu'elles ont plus de mal financièrement. Voilà. C'est ce que je pense en tout cas. Alors, donc on a B14 qui est rentré au pad. Je crois que c'est S35 ou S36 dont on attend le feu statique qui aurait dû aller amasser. Et à notre grande surprise, ce n'est pas S... Alors, c'est lequel? C'est S35 ou S36 qui doit voler? S36 je crois. Est-ce que le chat peut me confirmer? C'est S36 le prochain ship qu'on doit voir sur le vol 9? Non mais moi-même je m'y perds. Moi-même je m'y perds. Problème moteur. Vu sur le chemin de l'espace comme toi, pas normal qu'il revienne. Bah si. Alors, Landou, laisse-moi t'expliquer la procédure. À chaque feu statique, le booster revient à la baie parce que le booster doit faire des préparatifs d'avant-vol. Donc systématiquement, jamais tu verras un booster faire un feu statique et rester au pad. Tous les boosters reviennent pour généralement 1 ou 2 semaines à la méga baie pour entre autres recevoir l'anneau de hot stage et aussi recevoir tous les préparatifs d'avant-vol. Ce que tu vois là est totalement normal. Maintenant, si tu as des sources en interne où SpaceX a dit qu'il était compromis, montre-les-moi et donne-les-moi, ça m'intéresse. Mais sachant que je suis bien au courant, tu n'as absolument aucune source sur le sujet. Voilà. S35 ? Ok, en tout cas, on attendait peut-être S35 ou S36
pour aller au pad faire son feu statique. À notre grande surprise, c'est pas S35 ou S36 qui allait au pad, c'est B17. Je veux dire... Oh là, Zarathustra! Tu régales! Eh, on lâche pas trop quand même, garde-en pour toi. Hein. Garde-en pour toi quand même. Hein. Merci mec. B15 a bougé. Sorti du Rocket Garden. Ouais. Mais ça veut pas dire grand chose ça. Peut-être que ça veut pas dire grand chose. Mais on a vu B15 en effet. Ou alors B16. Ouais. Qu'importe. En tout cas, on le saura vite. Tu sais quoi, si t'as raison, c'est peut-être que t'auras raison, peut-être pas. En tout cas, déjà t'es intéressé et tu suis. Et tu suis ça. C'est déjà cool. Donc c'est B17 qui allait amasser. Merci beaucoup, hein, Zarathustra. Garde-en un peu pour toi quand même. Hein, voilà. Pour une fois qu'on a un streamer sérieux et passionné, mais bien sûr, il y a trop de gens qui mélangent tout, la politique et tout en ce moment. Et on déteste parce que ça fait du clic de détester. Non, il faut rester factuel. Et quitte à dire que je suis un agent d'influence, j'aimerais bien être payé en tant qu'agent d'influence. Si quelqu'un regarde et veut que je sois un agent d'influence, vous avez mon PayPal en bas. J'ai du bien de votre compagnie, promis. Donc B17, alors B14, techniquement, à part si Landou a raison, techniquement B14, ce qui serait un booster récupéré, serait pour le vol 9, mais il ne récupérerait pas B14. D'ailleurs, B14 allumerait sûrement que 2 moteurs pour faire une tentative de voir s'ils peuvent simuler un amérissage réussi, donc un potentiel retour à la tour, avec seulement 2 moteurs. Rappelez-vous que le chip, le booster à la fin, tout à la fin, au moment de la récupération, allume 3 moteurs. C'est ces 3 moteurs centraux. Donc ils vont sûrement, je crois, tenter, peut-être, c'est les rumeurs. Rappelez-vous les rumeurs, toujours à prendre avec des pincettes. Et on va avoir 2 moteurs au lieu de 3. Donc ils vont casser B14. Mais peut-être que c'est B15 qui volera. Allez savoir si Landou a pas raison, il a peut-être des sources que je n'ai pas, ce qui est aussi possible. Donc là, on a tellement de boosters. B12 a été récupéré, B13 a été mis dans le golfe du Mexique, B14 a été récupéré, B15 aussi. On a B16 qui est en attente. Et là, on a ce qui est peut-être le dernier booster V1. Oui, B17. Ils ont trop de boosters. Ils ont trop de boosters. Ils ont trop de boosters. Et là, c'est B17. Donc le B17, ça pourrait être le vol 10, le vol 11, le vol 12. Ils ont trop de boosters et ils l'ont amené au pad, ils l'ont amené à masser pour faire ses essais cryo. D'accord? Là, il n'y a pas les moteurs. Là, ils vont tester toute l'intégrité et compagnie du booster. Donc, ouais, très intéressant de voir à quel point ils testent le hardware tellement en avance, alors qu'ils ont encore des boosters en stock. Donc allez savoir ce qu'ils vont faire avec tous ces boosters. B14, s'ils volent, ils ne le récupéreront pas, je pense, à 90%. Si B14 ne vole pas, c'est B15, et encore, c'est un bordel. C'est un bordel monstre, et je pense que chez SpaceX eux-mêmes, ils en savent rien. SpaceX avance souvent très très rapidement, et ils n'hésitent pas à ferrailler quelque chose pour passer sur une autre option. Rien n'est taillé dans le marbre. C'est pour ça que les gens me demandent « Pépé, quand Starship va voler le vol 9 ?» J'en sais rien, et je pense qu'à SpaceX, ils en savent rien aussi. Ils ont peut-être une fenêtre de 1 ou 2 semaines où ça va venir là-dedans, mais personne ne sait. Donc là, vous avez B17 qui est parti faire ses essais amassés, sachant que de toute façon, S35 ou S36 n'a pas fait son feu statique, donc ça sera pas encore avant du golfe du Mexique. Ouais, moi, golfe du Mexique, golfe d'Amérique, je m'en bats les couilles. Hein. Je l'ai toujours appelé golfe du Mexique, je vais pas changer pour faire plaisir à qui que ce soit. Moi, je suis trop vieux pour changer, les mecs. Je suis vieux et con, donc ouais, je l'ai toujours appelé golfe du Mexique, et j'aime bien cette appellation. Voilà. D'ailleurs, on a des superbes photos. Donc, les gens parfois n'apprécient pas la taille. Hein. Regardez, le booster est gigantesque, hein, il doit faire plus de 70 mètres. Et c'est vrai qu'on peine à apprécier les gigantismes des boosters de Starship. Regardez ça, c'est une vieille photo. Et avec le Hot Stage Ring, matez un peu les mecs qui bossent là-dessus sont des zinzins, vous voyez. C'est l'élite de l'aérospatiale, hein. Pas avant le 18, ouais. Pas avant le 18, même si le 18, tu peux oublier. Hein. Le 18, c'est bientôt. On a le chip qui a pas fait son feu statique. Va falloir amener le feu statique et tout ça. Moi, je mise fin avril, première semaine de mai.
Et peut-être que si tout se passe bien, et c'est jamais sûr que tout se passe bien. Donc voilà. Le hockey de la FA. Ouais, mais le hockey de la FA, on a vu que ça va vite. Ça va vite. Et je me fais pas trop de soucis pour la FA, surtout en ce moment. La FA, elle va signer en bas à droite et elle va pas trop la ramener. Là, c'est plus un problème de disponibilité. C'est le matos qui est pas prêt en fait. Le matos c'est pas prêt et voilà. D'ailleurs, regardez, ça, c'est une photo qui a fuité. Normalement, SpaceX n'aime pas trop que ses employés prennent des photos et les balancent, d'accord? SpaceX n'aime pas trop ça. Et là, vous avez une photo qui a fuité, photo incroyable. Donc là, ils sont sur le haut du booster. Ils sont sur le haut du booster. Vous voyez que le hot stage, il n'y a pas de hot stage. On voit les Griffins. Et le mec prend la pose avec la photo est incroyable. Ouais, la photo est folle. En tout cas, donc ça avance bien pour le vol, ça continue de tester du hardware. Je pense que peut-être que la semaine prochaine, on verra S36 à Léopard, ou S35, j'oublie. On verra le chip à Léopard pour le Volt 9 pour faire son feu statique. À voir ce qu'ils vont faire comme feu statique. Est-ce qu'ils vont faire un feu statique longue durée? Mais on a vu que ils avaient fait un feu statique longue durée la dernière fois, ça n'a pas suivi au Vol 8 et ils ont quand même fait un spectacle son et lumière sur les Caraïbes. Hein. Le machin a explosé. Donc on va voir s'ils ont réussi à changer quelque chose. Est-ce que... On va voir. Donc ouais, j'ai confiance qu'on verra peut-être un feu statique la semaine prochaine du chip. En tout cas, un autre, on a eu des photos intéressantes. T'as tout raté! Ah ouais, en plus, elle a duré longtemps. Hein. Elle a duré longtemps et elle n'est pas encore finie. T'iras voir la rediff, sinon la rediff sera là cet après-midi. À Cap Canaveral, les choses bougent. Donc vous vous rappelez qu'à Cap Canaveral, tout était à l'arrêt pendant quasiment un an. Parce que, entre autres, SpaceX n'était pas content du design de leur pad 1 de Boca. Donc ils ont totalement redesigné. On voit que le pad 2 n'a absolument pas la même architecture que le pad 1. Et il semblerait que SpaceX soit très content, potentiellement, du nouveau design du pad. Et on sait que ça bosse à Cap Canaveral. On sait qu'ils ont commencé à construire la méga baie. Pareil à Boca Chica, ça rase du bâtiment. Ils sont en train de virer la high bay. Il y a de l'infrastructure en train d'être construite. Et on a eu des photos très intéressantes cette semaine. Ça a été pris par Airbus. Donc ça, c'est le pad, c'est pas le 40A ou 40B, à chaque fois j'oublie le nom des pads. À Cap Canaveral, c'est de là qu'il y a toutes les missions qui décollent, Falcon Heavy, et c'est aussi là qu'il y a le pad, la tour de Starship avec les chopsticks qui sont là depuis longtemps, mais qui s'était mis sous cocon parce que SpaceX voulait pas trop avancer dans les travaux. Il semblerait qu'ils vont faire le même pad à Cap Canaveral qu'à Boca Chica sur le pad B, d'accord? Donc avec tranchée, la table orbitale carrée. Et regardez cette photo satellite de cette semaine. Où là, vous avez le pad d'où ça décolle. Et regardez, vous voyez le pad de Starship? Vous avez la tour d'intégration, on voit bien l'ombre. Et regardez ce qu'il y a au pied. Ils sont en train de creuser une tranchée. Là, c'est une piscine. Mais ils sont en train de creuser une tranchée similaire à ce qui se fait au pad B de Boca. Donc, ils vont faire un copier-coller de l'installation du pad B de Boca. Donc je pense qu'ils estiment que par rapport à tout ce qu'ils ont en termes de données, c'est ce qu'il y a d'optimal à faire en termes de design de pad par rapport au pad A qui était, on l'a vu, le pad A, ils ont eu des problèmes. Hein. Vol 1, ils avaient pulvérisé le pad. Le système de déluge fonctionne bien et tout. Mais ça ne suffit pas, je pense, pour eux. Et donc là, on a... ça bosse au pad B en Floride et on a vu... Donc regardez ce que ça donne en vraiment très près. Voilà. Ah, il y a de l'excavateur. Superbe. Donc ça, c'est bon signe. Et on sait que ça bosse maintenant. Là où c'était très calme, là, ça bosse dur en Floride. J'ai l'impression qu'en tant que Français... Ah bah ouais, franchement, en tant que Français, j'ai l'impression de louper l'évolution spatiale. Quel manque... Ouais, c'est pas tant... C'est les médias qui n'en parlent pas et tout ça. Je veux dire, on se focalise sur Ariane 6 et encore... Mais Ariane 6, c'est bien beau, mais c'est en termes de design, c'est une fusée, c'est une licorne. C'est une fusée qui va tirer que pour les Européens, pour l'industrie européenne, pour la défense européenne. Il n'y a pas de perspective, vraiment, de bonne perspective d'avenir à très long terme. Ça fait pas rêver. C'est efficace, ça permet aux Européens d'avoir un accès à l'espace. Mais ça fait pas rêver. Désolé, mais Starship, tout l'écosystème que je vois aux US me fait plus rêver en termes de dynamisme, de volonté de tester des choses, quitte à casser. Mais il y a des gens qui veulent aller de l'avant avec une vision. En Europe, ça manque d'une vision, je pense.
Et ça se ressent. Ça se ressent. D'ailleurs, regardez, à Cap Canaveral, matez-moi ça. C'est la deuxième table orbitale. Donc on a une table orbitale identique en construction à Boca Chica. Trop cher Ariane, malheureusement, ouais. Ariane est trop chère pour être compétitive. Bah, le souci, c'est que bah, ils tireront. Ils ont des contrats, Ariane. Hein. Ils auront plein de contrats européens. Et ils ont aussi le contrat avec Amazon, Kuiper, qui va faire rentrer quelques milliards. Parce que Amazon, ils s'en foutent du prix. Ils ont juste acheté tous les lanceurs disponibles en Occident. Voilà. Fusée sous subvention. Oui, malheureusement. Malheureusement, Ariane 6 a eu ses problèmes en termes de retard et tout ça. Mais elle vole bien. Elle vole bien et c'est déjà bien. C'est déjà bien que les Européens aient une fusée. Mais on espère que les jeunes loups que sont RFA, ISAR, Latitude, vont amener une bouffée d'air frais en Europe. En tout cas, moi, j'espère qu'ils vont devenir les SpaceX européens, tout simplement. Et qu'ils vont réussir à faire voler de la fusée et peut-être mettre Ariane Espace face à ces problèmes. Donc ouais, regardez, ça c'est la deuxième table orbitale. La deuxième table orbitale qui ira donc, cette table orbitale ira sur le pad, ici, vous voyez. Et ça avance bien. Ça avance très 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 bien. Appréciez la taille de la table orbitale, hein, elle est monstrueuse. Donc vous aurez un énorme... Là, ils n'ont pas encore mis les tuyaux du système de déluge qui viendront sur le côté. Mais c'est des méga structures. Donc Starship, le booster viendra se poser directement là, d'accord? Vous voyez un petit peu le truc. Donc c'est un design totalement différent de leur premier design. D'ailleurs, on a vu aussi autre chose. Alors ça, c'est pour ceux qui sont intéressés vraiment par les détails. Mais vous avez un bras qui ravitaille le booster et un autre bras qui ravitaille le ship, d'accord? Vous avez seulement un connecteur. Ce qu'on appelle the QD Arms. Sur les prochains designs, ils auront potentiellement deux bras ravitailleurs. Pour aller, pour charger plus vite les ergols, tout simplement. Et pourtant, on sait qu'ils vont déjà vite. Mais ils ont pour ambition d'aller encore plus vite. Donc on va sûrement avoir un design, c'est pas encore sûr, mais on aura sûrement un double bras qui viendra se connecter et tout. Très intéressant. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai fait le tour. Je regarde, mais oui, hein, j'ai fait le tour. Parfait, j'ai fait le tour. Excellent. Bon, je m'arrête là. Semaine prochaine, on aura de la news comme d'habitude. Hein. Vous avez vu que ça s'arrête pas. J'espère qu'on aura le feu statique de S35 ou S36, j'ai oublié. Et ouais, on aura peut-être de la news sur le prochain vol de Starship. On attend avec impatience. Hein. On attend tout ça avec impatience. Et sinon, passez un bon week-end. Ce soir, je ferai du Terra Invicta. J'ai hâte de continuer. Demain, Divide and Conquer. En soirée, Darkest Tower. On continuera le run avec les copains. Et sinon, passez un bon week-end.